Bonjour Nicolas Werth, très heureux de vous recevoir sur ABC Pensée, recevoir un historien de la Russie et de l'URSS, je ne sais pas dans quel ordre il faut prendre les termes. Toujours est-il que nous allons retracer un peu ensemble votre parcours, à la fois votre parcours russe, votre parcours, votre carrière et vos nombreux allers-retours entre l'URSS et la France. Alors commençons par le commencement. Vous avez eu, comme vous dites souvent, une enfance russe à Paris et premier fait qui m'a étonné, m'a surpris, vos parents, vous êtes né à Paris, mais vos parents se sont rencontrés pendant la guerre chez Boris Pasternak. C'est quand même pas rien. Pas exactement pendant la guerre, juste après la guerre, c'était en 1946. Voilà, parce que ma mère, en fait, était à l'époque attachée culturelle à l'ambassade britannique à Moscou, et mon père était déjà un correspondant assez connu, correspondant de la BBC, du Times, en Union soviétique depuis le 3 juillet 1941. Il est arrivé avec la mission Macfarlane britannique une semaine, enfin 10 jours après l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes. Alors, quand vous êtes né en 1950 à Paris, je le répète, votre père avait déjà 50 ans. Oui, c'est vrai. Il avait une autre vie avant la mienne, une longue vie. Et lui était né à Saint-Pétersbourg en 1901, dans une famille de la bourgeoisie allemande des Pays-Baltes, installée à Saint-Pétersbourg quelque part depuis les années 1880-90. Et mon grand-père était un assez haut fonctionnaire du ministère des Transports et avait été entre autres chargé de mission à Shanghai dans les années 1900, puis responsable de la métallurgie dans le Donbass. Bref, c'était, comme disait mon père, un grand bourgeois russe qui était dans la mouvance plutôt, libérale des cadets, donc du parti cadet. Évidemment. Excusez-moi, parti cadet, c'était oui, quoi? Le parti cadet, c'est le parti constitutionnel démocrate. C'était le grand parti libéral qui a émergé, surtout à partir de la Révolution de 1905. Et évidemment, en 1917, ça sentait le soufre pour le grand-père Werth qui a quitté finalement Pétrograd en début de l'année 1918. Quand votre père quitte l'URSS, il a 16 ans. Mon père a 17 ans. 17 ans. Absolument, il a 17 ans. Ils partent, père et fils, partent à Glasgow, parce qu'évidemment, comme vous le savez, pour quelqu'un qui s'intéressait aux infrastructures ferroviaires, l'Écosse était un grand centre de construction ferroviaire. Donc ils émigrent à Glasgow. Adolphe Werth, mon grand-père, meurt très vite en 1920. Mon père se retrouve orphelin de père et de mère, puisque sa mère était morte très tôt. Et il va faire des études à l'université de Glasgow, de journaliste. D'ailleurs, je suis allé, il n'y a pas très longtemps, essayer de retrouver des archives sur les premiers emplois de mon père comme journaliste à Glasgow, puis à Manchester, puisqu'il était, dès 1930, journaliste permanent au Manchester Guardian. Alors, comment se passent vos premières années à Paris? Je rappelle que votre langue
maternel est le russe. D'ailleurs, vous n'allez pas rester à Paris tout le temps, mais fait particulier quand même, vous avez été élevé par votre tante. Oui, 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 parce que finalement, mon père, c'était des années extrêmement difficiles pour lui, la fin de la guerre froide, puisqu'au fond, pour ses positions, disons, plutôt pro-soviétiques, il avait été de facto chassé de tous les journaux auxquels il collaborait, y compris le Manchester Guardian. Et donc, en fait, c'était une période extrêmement difficile pour mon père, qui habitait à l'hôtel, enfin, comme pas mal de gens après-guerre, finalement. Et donc, lorsque je suis apparu, voilà, j'ai été pendant 10 ans, en fait, chez une cousine de mon père, qui m'a élevé vraiment, voilà, et qui habitait dans un petit appartement de la communauté, enfin, russe de Paris, l'avenue de Versailles, le 16e arrondissement, pas loin de Billancourt, côté Billancourt, où il y avait toute une communauté russe russe blanche. Voilà, ce qui était assez compliqué parce qu'au fond, mon père n'avait aucune nostalgie de ces milieux russes blancs. Voilà, j'ai été élevé dans un milieu un peu russe blanc, mais j'ai eu la chance du coup d'avoir la langue russe, et ensuite, lorsque j'ai réintégré le domicile de mes parents à l'âge de 10 ans, comme ma mère était britannique, j'ai eu aussi l'anglais comme seconde langue, si l'on peut dire. Alors, lorsque vous réintégrez le foyer familial, rappelons que vos parents vivaient auparavant à l'hôtel. Vous avez 10 ans, mais ce foyer se trouve où cette fois-ci? C'est encore dans le 16e arrondissement? Ah non, pas du tout. Non, c'est à rue Hérold, dans les Halles. C'était encore les Halles du ventre de Paris. Voilà, et donc c'était le lieu où, au fond, j'ai passé toute mon adolescence. Voilà, jusqu'à la mort de mon père dans cet appartement en mars 69. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie, puisque vous parlez de ce moment terrible, enfin le suicide de votre père, ce que je voulais souligner, c'est que votre père est un homme de gauche engagé. Il va couvrir donc l'essentiel de la Deuxième Guerre mondiale sur plusieurs fronts. On y reviendra peut-être ultérieurement. Mais vous, disons, c'est sur le tard que vous allez lire ses livres. Et tout en étant évidemment aussi en première ligne, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, les conditions, enfin, si vous voulez, pour un jeune homme que j'étais lorsque mon père a mis fin à ses jours, j'avais 18 ans. On fait que le seul mot qu'il a laissé, ce n'était pas un mot ni pour son épouse, ni pour son fils, mais pour la Russie, puisque le seul mot qu'il a laissé, c'est ces 3 mots « Adieu ma Russie ». On fait que j'ai ressenti, enfin, disons, une incompréhension, peut-être un certain ressentiment, et au fond, je ne suis pas revenu sur les livres de mon père, je n'ai pas lu les livres de mon père avant, finalement, peut-être 10 ou 15 ans après sa disparition. J'ai choisi d'étudier l'URSS, peut-être sur des sujets que lui-même n'avait pas abordés. En tout cas, toute la question de la guerre, c'est d'ailleurs un des points sur lesquels je n'ai pas vraiment étudié l'histoire de l'Union soviétique, parce que, bien sûr, je l'ai abordé, mais de manière, disons, très synthétique, mais je n'ai pas fait de recherche profonde sur la Russie en guerre. Tout simplement aussi parce que comment écrire sur la Russie en guerre après ce livre magistral qui a été La Russie en guerre de mon père, qu'il a écrite dans les années 60, qui est paru en 1964 dans sa version originale en anglais, puis en 65 en français, et qui reste, à mon avis,
l'ouvrage incontournable sur la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent les Russes, mais au fond sur la Russie en guerre, non pas l'URSS en guerre, mais la Russie en guerre. Mon père insistait beaucoup parce que justement ce qui l'intéressait dans ce livre, ce n'était au fond la manière dont la société russe, le simple peuple a essayé a combattu et au fond le vécu de cette guerre. Et je pense que la force de ce livre, c'est justement qu'il nous introduit véritablement dans le vécu des combattants, le vécu de l'arrière. Et on sait aujourd'hui qu'au fond, c'est dans ce sens que s'oriente l'historiographie, à la fois de la guerre à l'Est, mais de la guerre à l'Ouest, c'est-à-dire non pas les grandes opérations militaires, que mon père d'ailleurs maîtrisait fort bien, car il s'était énormément documenté aux sources qui apparaissaient dans les années 60, par toute une série de monographies de militaires soviétiques qui étaient beaucoup plus, je dirais, objectives, honnêtes que ce qu'on écrivait avant dans les années postérieures à la guerre. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était de comprendre cette résilience, ce consentement à la guerre et cet héroïsme des combattants, de ces plus de 30 millions de soldats mobilisés dans l'armée rouge, dont un tiers est mort soit au combat, soit dans ces terribles camps de prisonniers de guerre soviétiques, puisqu'on sait que la mortalité dans ces camps, qui étaient même pas vraiment des camps organisés, puisque, si vous voulez, dans la campagne de l'été-automne 41, les Allemands parquaient comme des bêtes ces malheureux prisonniers, et ils mouraient de faim, d'épuisement, de maladie. La mortalité est de l'ordre de 60%, donc rien à voir avec le traitement des prisonniers de guerre britanniques ou français, où la mortalité est de l'ordre de 1 ou 2%. Ce qui donne un éclairage, j'allais dire, à la fois par le haut du côté des militaires, par le bas du côté des soldats, sur la Grande Guerre patriotique, qui advient après les terribles années 30, la Grande Terreur, etc. Et c'est là que toute comment nommer cela, la dialectique, c'est comment finalement un peuple qui avait déjà subi de terribles répressions se retrouve à nouveau mobilisé, disons, dans dans une espérance patriotique qui va changer son destin et le nôtre. Absolument. Et donc c'est une justement de ces complexités. J'ai essayé dans mes premiers travaux, d'une autre manière de comprendre, par exemple dans mon premier livre « Être communiste en URSS sous Staline », que j'ai écrit début des années 80, sur la base des archives de Smolensk, les seules archives du parti disponibles en Occident, puisqu'elles avaient été saisies par les Allemands, puis ramenées en Allemagne, d'où les Américains les avaient emmenés aux États-Unis. Et donc, j'ai essayé, dans ce livre, qui est paru dans la collection Archives, chez Gallimard, d'essayer de comprendre, non, vraiment, comment dire, pas seulement la psychologie, mais au fond, ce qu'était, au fond, la vision du monde des communistes de base, de ceux qui adhéraient au parti dans une région typique de la Russie, une région agricole, la région de Smolensk, où il y avait assez peu d'industrie, et d'essayer de voir, au fond, pour quelles raisons on adhérait au parti, comment... et au fond, quelle était cette vision du monde de ces communistes de base sur lesquels on savait très très peu de choses, puisqu'au fond, c'était, on peut dire, une démarche inverse à celle de la kremlinologie
traditionnel qui s'intéressait essentiellement au cercle dirigeant, etc. Et donc, ça a été mon premier travail. Alors, ce lien entre le travail de votre père, le travail de journaliste et d'historien aussi en un certain sens, et le vôtre me fait revenir cette fois-ci en arrière, parce qu'on retrouve aussi votre père. C'est avec lui que vous allez faire vos premiers voyages en URSS, et ceci se passe à partir de 14 ans, si j'ai bien compris. Et là, vous découvrez, disons, ce qu'on appelle un peu la nomenclatura, mais du côté des intellectuels, des artistes, disons, du bon côté, si je puis dire. Oui, évidemment, ce sont des voyages qui marquent beaucoup. J'ai fait 3 voyages en 1964, 66 et 67. Paris-Moscou en train, un long périple. Et ensuite, en effet, 3 étés passés à découvrir ce pays que je ne connaissais pas, dont je n'avais qu'une image à travers le prisme très déformant et déformé des milieux russes blancs à Paris. Et je découvre, ce qu'on peut découvrir en étant adolescent, c'est-à-dire quand même une découverte relativement superficielle de la matérialité de la vie, des pénuries, du quotidien à Moscou, mais en même temps, je suis en permanence avec mon père dans les milieux de l'intelligentsia, de la nomenclatura même, de l'intelligentsia, où le caviar, la vodka et la bonne chère coulent à flot, à la différence évidemment de ce que l'on trouve dans les magasins ordinaires. Sont de très nombreuses discussions auxquelles je ne comprends sans doute que peu de choses, mais en tout cas, voilà, je suis plongé aussi dans le Leningrad de mon père, dans le Moscou, et je m'imprègne un petit peu de toute cette atmosphère, finalement relativement apaisée et pacifique au fond des années 1965, du milieu des années 60, qui sont sans doute la période la plus heureuse de l'Union soviétique, puisque, disons, c'est le dégel, ce n'est pas encore le durcissement, la restalinisation et les pénuries croissantes des années 70, la fin des années 70, des années 80. Voilà, et donc cela me permet de m'ancrer un petit peu, autant que je pouvais le faire en tant qu'élève d'un lycée parisien, voilà, et de m'imprégner de cette réalité assez complexe. J'ai tout de suite senti qu'au fond, il y avait bien sûr la propagande, il y avait les slogans, il y avait ces contrastes de vie entre la vie ordinaire et puis la vie de l'intelligentsia. La vie ordinaire, vous la rencontrez en partie quand même. Vous rendez visite à une cousine qui n'est pas très bien lotie à Saint-Pétersbourg en 1964, je crois. Oui, c'est la cousine Olga, cousine de mon père, le seul membre de la famille qui n'a pas émigré et qui a eu un destin assez terrible. Elle était médecin, mais en tant que représentante, malgré tout, des gens du passé, en 1935, juste après l'assassinat de Kirov, elle a été exilée, comme un grand nombre de personnes appartenant justement à cette catégorie de ce qu'on appelait alors les gens du passé, c'est-à-dire les élites de l'ancien régime. Pour 5 ans, exilé pour 5 ans à Voronezh. D'ailleurs, c'était la ville où Mandelstam avait été exilé. Lorsqu'on avait un peu de chance, un des exils les moins, disons, durs, c'était d'être exilé dans une de ces villes moyennes de la Russie centrale, plutôt que d'être exilé en Sibérie. En 1939, elle arrive à revenir
à Leningrad parce qu'elle était un médecin pédiatre qualifié. Elle reste dans le service des urgences pédiatriques pendant tout le blocus. Vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions elle est restée. Elle est bardée de médailles, de héros du travail. Et puis en 1946, dans ce redurcissement idéologique, on appelle la Jdanovщина, 1946, elle fait partie des gens qui sont arrêtés, et là, elle a une peine de 10 ans de camp. Voilà, elle revient en 56, et en 64, 66, 67, lorsque je la vois... Elle est dans un appartement communautaire. Oui, elle vit dans un appartement communautaire, elle n'a même pas une chambre, mais une demi-chambre dans un de ces très beaux appartements du centre de Leningrad. Et elle commence petit à petit, pas la première fois, mais en 66-67, à parler un petit peu, voilà, et donc une relation finalement très proche se crée entre elle et moi. Elle avait envie un peu de parler, et ça s'est fait très progressivement, et j'apprends par petits bouts justement le pan de cette autre réalité. Je pense que je n'en ai pas pris vraiment totalement la mesure à ce moment-là. Par contre, quand je retourne comme étudiant en 71, j'ai passé un an en 71 à Leningrad, là je commence à prendre la mesure un petit peu de ces destins tragiques sur lesquels après je vais travailler lorsque je vais m'intéresser à cette face sombre, face répressive du stalinisme, qui a été quand même pendant pas mal d'années un de mes grands sujets d'étude. D'autant, là, cette cousine, elle n'avait pas revu votre père depuis 1917. Non, elle n'avait pas revu mon père. D'ailleurs, mon père ne savait même pas cette histoire. Enfin, et il a retrouvé sa cousine, parce que à l'époque, il y avait ces étonnantes petites cahutes dans la rue qui s'appelaient des spravechные bureaux, des bureaux de renseignement, où on pouvait donner un nom et vous reveniez au bout de quelques temps, quelques heures, et une sorte de bureau d'enquête qui vous permettait de retrouver des proches, des noms enfin de gens que vous souhaitiez retrouver. Et est-ce que cette cousine, elle a eu la possibilité de parler avec votre père de ce qu'il avait précisément couvert pendant la guerre, sachant que votre père est un des rares journalistes étrangers qui a couvert la guerre en URSS et qui est entré à Leningrad en premier. Est-ce que cet échange a eu lieu devant vous? Vous avez des souvenirs? Je n'ai pas vraiment de grands souvenirs, mais je pense que cet échange a eu lieu en 67, puisqu'en 67, à ce troisième voyage, La Russie en guerre de mon père a été enfin publiée en russe. Mon père a accepté de faire un certain nombre de coupures, il voulait absolument que ce livre paraisse, mais en tout cas, le chapitre sur Leningrad n'avait pas été censuré. Donc, il y a de grandes chances qu'ils aient évoqué, d'une part, l'ouverture des camps, notamment celui de Majdanek, dont votre père avait été le témoin, et puis aussi, sans doute, alors là, c'est peut-être moins clair, la terreur stalinienne qui a précédé la guerre. C'est possible, mais en tout cas, mon père n'a pas écrit vraiment sur ces épisodes-là de la terreur stalinienne 1937-38. Notamment, par exemple, si on prend son ouvrage, son carnet de guerre Moscou 1941, j'ai retrouvé des pages un peu étonnantes, mais compréhensibles. Évidemment, dans l'époque, mon père ne condamne pas vraiment la terreur de 37-38. Il pense que s'il y a eu cette purge de l'armée rouge, c'est que peut-être qu'il y avait en effet des traîtres dans l'armée rouge. Et en même temps, comment
parler de ces sujets de manière sereine lorsque on sait la situation de l'Europe fin 41, où, au fond, l'URSS est la seule chance de défaire le monstre nazi. Donc, voilà, c'est une... je comprends que en fin 41, début 42, lorsqu'il écrit ce journal sur Moscou et qu'il parle en ces termes de la terreur, qu'il lui était peut-être difficile d'entrer vraiment dans une analyse objective des conséquences catastrophiques de la terreur, notamment contre les militaires, sans parler de la terreur, la grande terreur qui a touché, je le rappelle, pour l'essentiel des petites gens, d'en parler de manière historiquement juste. Alors, je reviens vers vous, Nicolas Werth, parce que dans la mesure où votre père a également écrit sur la défaite de 1940 en France, et un livre d'ailleurs qui a été publié et qui montre à quel point l'esprit munichois régnait, j'aimerais savoir, est-ce que vous, adolescent ou jeune homme, est-ce que vous avez eu vent de ce qu'il avait lui-même constaté, disons, lorsqu'il écrit, un peu comme avait fait George Orwell à Londres, mais dans d'autres circonstances, il décrit de façon très concrète le Paris, enfin, de la défaite. Oui, ça c'est Les Derniers Jours de Paris, qui est le journal tenu par mon père en mai-juin 1940. Bien sûr que je l'avais lu quand j'étais lycéen, et c'était... Ah, donc celui-là, vous l'aviez lu, tandis que les livres sur la Russie, non? Non, c'était... Voilà. Ah, d'accord. Celui-là, je l'avais lu, oui, Très oui. bien. Bien sûr, ce sont les livres sur la Russie qui étaient d'ailleurs parus en anglais, tandis que les Derniers Jours de Paris, voilà, j'avais un exemplaire en français. Donc, oui, bien sûr. Et enfin, en tant qu'étudiant de gauche, bien sûr que j'étais très fier de cet engagement anti-munichois de mon père, qui était absolument très clair dans ses 3 grands livres d'analyse politique sur la France des années 30 qu'il avait écrit et que j'avais lu même quand j'étais élève de première ou de terminale, sur la France justement des années 30. Ça a dû vous marquer. Alors, à l'époque, vous établissiez le parallèle entre L'étrange défaite de Marc Bloch et ce livre de votre père, ou vous le faites a posteriori Bien sûr, oui. Non, j'ai lu d'abord Les Derniers Jours de Paris avant de lire L'étrange défaite de Marc Bloch. Non, parce que c'est vrai que ce sont des livres qui, par certains côtés, se ressemblent même. Oui, sur l'analyse, bien sûr, absolument. Enfin, je pense que mon père a fait une brillante analyse dans la dernière partie des Derniers Jours de Paris, une 40aine de pages, où il explique bien, je pense, les raisons, au fond, de Vichy, de l'arrivée de Vichy. Alors, comment commence précisément, nous venons d'évoquer vos voyages en URSS, et comment se passent vos premières années de vie étudiante? Écoutez, je pars en 1971, j'étais alors en 2e année de Normal Sup Saint-Cloud, faire ma maîtrise tout simplement à Leningrad. Une maîtrise sous la direction de Roger Portal, voilà, histoire assez sociale, traditionnelle sur le monde ouvrier à Saint-Pétersbourg à la fin des années 80, à la fin du 19e siècle, 1890, avant la révolution de 1905. Donc pendant un an, je ne travaille évidemment pas dans les archives, puisque les archives sont totalement inaccessibles aux Occidentaux, mais je travaille à la bibliothèque Saltykov-Chédrine, la grande bibliothèque publique de Leningrad, où, ma foi, je m'initie à la recherche historique de manière
relativement modeste, qui est celle d'un étudiant qui fait sa maîtrise. Voilà. Et ensuite, je ne reviens véritablement travailler, faire de la recherche en Union soviétique qu'au début des années 80, puisque entre-temps, bon, j'ai passé l'agrégation, entre-temps, je suis allé faire... Donc là, ce que vous évoquiez, c'était plutôt 75. Non, ça, c'est les années 70-71. Hein. Oui, tout début. Tout début. Ensuite, 75-77, je suis VSNA, donc je fais mon service militaire comme détaché à l'université de Minsk. Ah oui, là, vous êtes à Minsk, en Biélorussie. Mais là, absolument impossible de faire un travail de recherche. Je m'étais inscrit en thèse, mais les archives étaient totalement fermées. Donc là, je fais simplement de l'enseignement à l'université de Minsk pendant 2 ans. Et pour la recherche historique, ce sont des années blanches. Enfin, j'en peux rien faire. Voilà. Et c'est donc ensuite que, en 78-80, je pars aux États-Unis pour travailler à la fois au lycée français de New York et surtout dans les archives de Smolensk qui sont conservées à l'université de Columbia. Donc, en sort mon premier livre en 81. Et ensuite, je repars passer 3 ans comme lecteur à l'université de Moscou jusqu'en 83, où, évidemment, les archives étant fermées, j'arrive quand même à travailler sur, disons, des sources très intéressantes qui sont des sources d'ethnologues, d'anthropologues, écrites dans les années 20 en Union soviétique sur le monde paysan, ce qui va donner au fond la base pour mon second livre sur les paysans russes de la révolution à la collectivisation, qui paraît en 84 dans la collection La vie quotidienne et qui va donc ressortir cet automne. Aux belles lettres. Aux belles lettres, avec une préface de Christian Ingrao, et je vais faire évidemment une postface parce que l'historiographie s'est beaucoup développée depuis. Et je pense que l'approche que j'ai dans ce livre, c'est encore une fois une approche, donc, comme dans le premier, d'histoire sociale, et même une approche anthropologique sur, justement, ce monde paysan, majoritaire, évidemment, en URSS, dans les années 20, 30, et même jusqu'au début des années 50. Un monde, finalement, que la révolution bolchevique et la révolution a relativement peu touché, puisqu'au fond, justement, c'est un monde dont la spécificité, je dirais, est presque sortie renforcée de la révolution, c'est-à-dire, au fond, un monde relativement fermé à l'idéologie bolchevique, un monde paysan, qui a magnifiquement vu, par exemple, quelqu'un comme Pierre Pascal, qui est allé passer plusieurs étés entre 1925 et 1927 chez un ami instituteur dans une province pas très éloignée de Moscou, et qui a été, au fond, cet ouvrage qui m'a donné envie de creuser, d'en savoir un petit peu plus sur ce monde paysan traditionnel des années 20 de la NEP. Qui est central. Je pense aussi au livre de Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor. Mais Pierre Pascal, parce que peut-être faut-il rappeler à ceux et celles qui nous regardent, qui était Pierre Pascal, qui a été publié à l'âge d'homme, plusieurs tomes, effectivement, et qui est un auteur, comme on dit, pour la Russie, incontournable. Absolument, oui. Pierre Pascal était un jeune normalien qui a été fasciné par la Russie, qui est allé en mission militaire à Pétrograd pendant la Première Guerre mondiale, qui est resté, qui est entré en communisme, et qui, au fond, ensuite est revenu seulement à la fin des années 20 en France, qui ensuite a fait une très belle carrière universitaire,
Et il y a une magnifique biographie de Sophie Queré sortie récemment sur Pierre Pascal qui raconte cet itinéraire tout à fait original. Pierre Pascal est quand même sans doute un de nos grands slavistes, voilà, avec une connaissance parfaite de la Russie, et en particulier ce qui le fascinait, c'est cette Russie paysanne, traditionnelle. Qui sera aussi votre terrain d'étude. Alors recadrons les choses. On peut dire que vous commencez véritablement à faire de l'histoire à partir de 78-79. Oui, voilà. Et donc c'est voilà. là... Absolument. Et donc, ensuite, j'ai la chance, bien sûr, de revenir en URSS. C'était encore l'URSS en 86, cette fois comme attaché culturel à l'ambassade de France à Moscou, où je reste pendant toute la durée de la perestroïka, et d'être au fond là, pendant ces années où je travaille à l'ambassade, évidemment, mon travail d'historien est mis entre parenthèses, mais j'ai la chance d'être dans ce moment extrêmement intéressant, au fond, de bascule, de changement, d'ouverture, et donc c'est l'occasion de lier des contacts avec le milieu, non seulement des historiens, mais enfin, disons, de l'intelligentsia plus en général, de suivre, puisque j'étais chargé à l'ambassade de faire des synthèses, des rapports toutes les semaines sur l'évolution de la situation sur le front culturel, si l'on peut dire. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'arrive à nouer des contacts avec des collègues historiens, en particulier, évidemment, avec le grand historien de la paysannerie, Viktor Petrovitch Danilov, qui m'avait déjà donné des conseils au début des années 80, où je travaillais. Quand vous étiez lecteur à Moscou. Quand j'étais lecteur à Moscou, quand j'ai commencé à travailler sur la paysannerie soviétique dans les années 20, au début des années 30, et aussi de nouer des contacts avec des membres de la future association mémoriale qui naît en 1987, donc cette association, cette ONG qui va lutter pour la sauvegarde de la mémoire des répressions de masse en URSS et pour la défense des droits de l'homme, et vous le savez, qui a été dissoute en décembre 2021, et donc dans laquelle je me suis plus activement engagé ces dernières années. Tellement engagé, Nicolas Werth, qu'aujourd'hui nous sommes le 23 mars 2023, et vous avez appris donc récemment, en tant que vous êtes, je le rappelle, président de l'association Mémorial France, vous avez appris récemment l'arrestation de nombre de représentants de cette association en Russie. Oui, ça s'est passé avant-hier, alors que nous recevions la directrice exécutive de Mémorial Russie, une grande partie des dirigeants de Mémorial qui a été dissoute, mais qui sont restés encore en Russie, avaient été perquisitionnés, leur appartement avait été perquisitionné, ils ont été interpellés, ils ont passé toute la journée dans des postes de police avec des interrogatoires très longs. Un certain nombre ont été relâchés hier soir. Donc on est dans une situation extraordinairement tendue, et je pense que, il faut être extrêmement actif et, disons, rendre compte de cette situation extrêmement difficile, non seulement de Mémorial, mais d'un très grand nombre d'ONG russes aujourd'hui qui luttent contre la guerre, notamment.
Alors, vous avez analysé dans Poutine, historien en chef, qui était paru en Tracts Gallimard, les manipulations, disons, du roman national russe par Poutine. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis, là, plus précisément, d'historien. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez peu ou prou anticipé cette instrumentalisation, ce retournement? Nous venons de parler sous un certain angle de la Grande Guerre patriotique, qui n'est pas du tout l'angle, évidemment, du président Poutine. Mais qu'est-ce que ça provoque en vous comme analyse et sentiment? Écoutez, je vois au fond cette extraordinaire régression qui s'est faite depuis plus de 30 ans. Parce qu'au fond, la chute de l'URSS a permis enfin d'analyser avec les outils de l'historien, c'est-à-dire avec les archives, l'ouverture des archives, a permis de commencer à travailler en historien sur la période soviétique, sur notamment, mais pas uniquement bien sûr, sur la face sombre de cette histoire, sur les répressions de masse. Et si vous voulez, il y a une sorte de vent de liberté qui a soufflé à partir de la fin des années 80, de la période de la perestroïka, puis ensuite avec au début des années 90, qui a permis aux historiens, mais pas seulement aux historiens, à la société, de commencer à se pencher sur ce passé qui ne passe pas, ce passé enfoui, qui était celui des répressions de masse. Un certain nombre de lois ont été passées qui ont permis notamment la réhabilitation des victimes des répressions politiques qui ont été passées au début des années 90, avec notamment le travail important de l'association Mémorial qui à ce moment-là était très engagée justement dans le travail même législatif pour faire passer ces nouvelles lois qui permettaient plus de transparence sur, au fond, ces crimes de masse qui n'étaient absolument pas reconnus. Et petit à petit, cette face sombre de l'histoire soviétique a été de nouveau occultée, en particulier après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000. C'est-à-dire, on a eu un grand moment d'ouverture, de liberté, de recherche et d'expression sur cette face occultée pendant si longtemps de l'histoire soviétique. Et puis, ça s'est refermé progressivement parce que on a assisté à l'élaboration d'un nouveau roman national centré sur la grandeur de la Russie et de l'Union soviétique autour d'un événement phare qui est la Grande Guerre patriotique. Et au fond, petit à petit, tout ce qui était donc la glorification aussi d'une certaine manière de Staline, pas totale, mais néanmoins en tant que, au fond, celui qui aurait conduit le peuple soviétique à la victoire dans la Grande Guerre. Le vainqueur du nazisme. En vainqueur du nazisme, l'homme de Stalingrad, etc. Et au fond, très progressivement, tous les acquis d'ouverture et de glasnost, de transparence sur la face sombre, sur l'histoire du goulag, sur l'histoire des grandes famines, sur les répressions de masse, sur tout cet aspect-là, dont s'occupait en particulier l'association Mémorial. Tout ça a été mis sous le tapis de nouveau. Il suffit de comparer les manuels scolaires du début des années 90 avec les manuels scolaires d'aujourd'hui. Je rappelle que dans le manuel scolaire, le dernier manuel scolaire
il n'y en a plus que 3 vraiment pour le secondaire, alors qu'il y en avait des dizaines. Il y avait une véritable pluralité d'expressions dans les années 90, même au début des années 2000. Aujourd'hui, sur un manuel de 300 pages de terminale, on n'a que à peine une page sur le goulag, quelques lignes sur les grandes famines qui, je rappelle, ne sont pas le résultat d'une catastrophe météorologique. Un paragraphe sur Solzhenitsyn? Oui, même pas 3 lignes. Quelques lignes sur Solzhenitsyn, mais bon, sur Solzhenitsyn, c'est un peu plus compliqué parce que Solzhenitsyn, c'est aussi le chantre du nationalisme russe, mais en tout cas, sur le goulag, sur ce qu'écrit Solzhenitsyn sur le goulag, il y a à peine 2 lignes. Voilà. Donc, tout ceci fait que, au fond, cette falsification de l'histoire qui culmine en février 22, lorsque, dans ses discours qui sert à théoriser, à justifier cette guerre d'agression contre l'Ukraine, Poutine dit qu'on va cesser le génocide perpétré par les Ukrainiens contre la minorité russe au Donbass et dénazifier l'Ukraine, on voit que cette falsification a été progressivement préparée tout au cours des décennies précédentes, avec évidemment cette touche extrêmement anti-occidentale, puisqu'au fond, on considère que seul l'URSS a contribué à véritablement éliminer le nazisme et que, au fond, l'Occident se serait bien accommodé de l'occupant nazi, en mettant en avant, évidemment, toute une série de régimes qui, en effet, se sont accommodés de régimes, comme le régime de Vichy, qui se sont accommodés du nazisme. Mais est-ce que vous avez connu au début de Mémorial Zakharov? Non, je n'ai pas connu personnellement. D'ailleurs, vous savez que Andrei Sakharov est disparu très vite, en 1989. Par contre, j'ai bien connu Arseny Raginsky, qui a été le président de Mémorial jusqu'à sa mort en 2017. Alors, Nicolas Werth, encore une fois, pour essayer d'ouvrir la focale, est-ce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez appris, enfin dévoilé en tant qu'historien, aussi bien sur les grandes famines soviétiques que sur la paysannerie que vous venez d'évoquer, sur la Grande Terreur, 1937-1938 de Staline. Bref, c'est vrai que depuis l'ouverture des archives au début des années 90, il y a eu une formidable opportunité pour vous, historiens. Et ça a permis aussi de creuser, enfin les études sur ce qu'on appelle les violences de guerre. Mais l'historien du temps présent que vous êtes, puisque vous avez fait partie de cet institut, c'est toujours une formule qui m'a toujours un peu étonné. Mais qu'est-ce qu'il pense il n'est pas là pour prédire le futur, mais qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui est-ce que, par exemple, une négociation avec Poutine, selon vous, est envisageable? Est-ce qu'il y a d'autres issues favorables que la victoire de l'Ukraine sur la Russie? Ou est-ce que vous êtes dans l'expectative? Oui, la prospective n'est pas le fort des historiens. Écoutez, ce qui me frappe, c'est que c'est d'abord une catastrophe absolue, puisqu'au fond, il n'y a jamais eu d'affrontement, de guerre entre deux peuples extrêmement proches, où les liens de famille, les liens étaient extrêmement proches. Enfin, un très grand nombre d'Ukrainiens ont une partie de leur famille en Russie et vice-versa. Et donc cette guerre est une rupture historique absolument majeure, absolument fondamentale. Il n'y a jamais eu de guerre de ce type, de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc
c'est un moment de rupture à l'échelle des siècles, et malheureusement, cette guerre va laisser des traces pour des générations et pour des siècles. Donc c'est d'abord une catastrophe absolue. Aujourd'hui, il n'y a pas, à la date d'aujourd'hui, évidemment, de négociation possible, puisque aucune partie ne peut accepter une défaite, ni l'Ukraine de perdre 20-30% de son territoire, ni la Russie de Poutine d'avouer ou d'accepter qu'elle n'a pas gagné la guerre. Donc malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je vois une guerre longue, une guerre d'usure, une guerre qui fait des dizaines, bientôt des centaines de milliers de victimes. Et personnellement, au jour d'aujourd'hui, je suis quand même très, très pessimiste et je ne vois pas de solution sur le court terme. Ce qui me frappe aussi, c'est à quel point les sociétés occidentales ne prennent pas la mesure, au fond, de l'importance de cette guerre, préoccupées par des questions politiques internes, mais au fond, de ce point de vue, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec les années 30 où l'on ne prenait pas conscience aussi de la catastrophe de cette guerre à venir. Dernière question, Nicolas Werth. Je sais que vous avez des projets en cours et vous ne répéterez pas le destin de votre père qui a écrit dans ces derniers jours « Adieu ma Russie ». Vous n'êtes pas celui qui allait écrire à nouveau « Adieu ma Russie », mais néanmoins, vous allez ouvrir peut-être d'autres champs, un autre rapport à la Russie, et c'est aussi une autre étape qui commence pour vous. Oui, parce que moi aussi, je sais bien que de mon vivant, je ne retournerai pas en Russie. Et donc, c'est une forme aussi, ce qui s'est passé le 24 février 2022, c'est aussi un adieu à la Russie. Donc, je souhaiterais, si j'en suis capable, de réfléchir au fond à ce destin de mon père et de moi-même en tant qu'historien. Nous sommes deux historiens. Mon père avait en plus cette qualité de grand journaliste, de réfléchir au fond à cette tragédie de cette histoire de la Russie dans l'histoire européenne du XXe et du XXIe siècle, et de voir si est-ce qu'il y a une malédiction, un malheur russe sur lequel le temps n'a pas de prise.